Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Soyez les bienvenus dans 28 minutes. Salut mes chers amis. Je suis heureuse de vous retrouver en ce 1er septembre. L'actualité internationale dont nous débattrons tout à l'heure, c'est le sommet de l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, une alternative revendiquée à l'OTAN et au G7. La puissance invitante, le président chinois a déploré ce matin, sans sourciller, une mentalité de guerre froide et d'intimidation dans les relations internationales. 弘扬正确二战史观，反对冷战思维、阵营对抗和霸凌行径，倡导平等有序的世界多极化，推动构建更加公正合理的全球治理体系。 L'OCS, ce sont donc 24 pays, dont beaucoup de dictatures, et 23% du produit intérieur brut mondial. Ce sommet est-il une nouvelle étape vers un ordre mondial anti-occidental? Nous en débattrons avant de vous retrouver, Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Et on évoque la mort d'un type formidable. Oui, Sylvain Amic, nous avons appris sa mort brutale. Il était le président des musées d'Orsay et de l'Orangerie, seulement 58 ans, une carrière sensationnelle, une chronique dans les musées comme un hommage, Elisabeth. S'il vous plaît. Et vous, Marie? On va écouter de la trompette ce soir avec un musicien brésilien qui s'est juré de faire tourner Jair Bolsonaro en bourrique. Et il y arrive, vous allez voir comment. À tout à l'heure. Et pour commencer, joie et honneur de recevoir le franco-britannique Philip Sands, grand avocat international, auteur de l'immense Retour à Lemberg, cet ouvrage qui relatait comment avaient été forgées les notions de crimes contre l'humanité et de génocide en vue du procès de Nuremberg. Sands publie aujourd'hui une enquête juridique et autobiographique époustouflante sur le dictateur chilien Pinochet et sur un nazi réfugié en Patagonie. Point commun entre les deux hommes, l'impunité. On en parle avec lui tout de suite. Mais oui, bonsoir Philippe Sands. Bonsoir. Je vous présente Julia Van Elst et Benjamin Sportouche. Bonsoir. On est heureux de vous accueillir dans 28 minutes à l'occasion de l'apparition de votre nouveau récit. D'aucuns disent c'est un thriller. C'est vrai que ce livre est absolument haletant. 38 rue de Londres. Il évoque deux personnages sinistres. Génocidaires, quasiment pour l'un, Walter Rauff, le nazi réfugié en Patagonie, et l'autre, un dictateur, Pinochet. 10 ans, vous avez mis 10 ans à écrire cet ouvrage, Philippe Sands. Bonsoir, ravi d'être avec vous. Ouais. Oui, j'ai commencé en 2014-2015. J'ai trouvé par accident une lettre écrite par ce monsieur, Walter Rauff, à son ami Otto Wächter, un grand nazi qui était en fuite au Vatican, à Rome. Il lui dit ne venez pas dans le monde arabe, c'est pas bien pour nous, les Allemands. Partez en Amérique du Sud. Alors je me suis posé la question, c'est qui ce monsieur Rauff? Et qui, éventuellement, a bien pu l'aider, que ce soit à Quito ou au Chili. Et ça, c'est ce que vous évoquez dans votre ouvrage. Philippe Sands, pour parler de l'impunité et de l'immunité, mais aussi de la mémoire, vous avez le profil idéal. Gaël Le Gras le prouve et on vous retrouve juste après. Philippe Sands, vous êtes avocat, professeur, spécialiste du droit international et écrivain. La lutte contre l'impunité constitue la ligne directrice de votre travail. Alors, dans ce monde où règnent des dirigeants comme Vladimir Poutine ou Benjamin Netanyahou, comment ne pas céder au découragement ou au fatalisme? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Après l'arrestation d'Augusto Pinochet à Londres en 1998, vous représentez l'association Human Rights Watch dans le procès de l'ex-dictateur chilien devant la Chambre des Lords. Une première dans l'histoire, comme le confirme à l'époque Robert Badinter. C'est une décision considérable. Cela veut dire que l'ancien dictateur n'est pas à l'abri des crimes qu'il a commis. L'immunité de Pinochet, responsable de tortures et de crimes entre 1973 et 1990, est levée. Il mourra cependant en 2006 avant que les procédures judiciaires engagées contre lui n'aient abouti. Après Lawless World, puis Torture Team, dans Retour à Lemberg en 2017, vous évoquez votre grand-père, mais aussi deux procureurs du procès de Nuremberg, dont les familles ont été décimées à cause de Hans Frank. En 1942, le nazi avait ordonné l'extermination des Juifs de la ville de Lemberg, alias Lviv. Au moment où le procès commence, le 20 novembre 1945, les deux hommes, les deux procureurs, ne savent pas que l'homme qu'ils visent, Hans Frank, a tué toute leur famille. En 2022, avec la dernière colonie, vous vous intéressez à l'archipel des Chagos, administré par le Royaume-Uni, mais revendiqué par la République mauricienne, et vous racontez l'histoire de la militante Lisby Élysée. En 1973, les Britanniques arrivent, ils disent simplement « vous partez demain ».
Et depuis 50 ans, Lisby Élysée veut retourner. Aujourd'hui, votre livre explore les liens entre Pinochet et Walter Rauff, un officier SS, inventeur des camions à gaz qui, après la guerre, s'est installé à Punta Arenas au Chili. Page 471, vous précisez que Pinochet et Rauff avaient deux visages. L'un aimable, l'autre détestable, mais indissociable, et tous deux ont pu s'en tirer comme cela. Formidable récapitulatif de votre travail, Philippe Sands. Je suis très touché par ça. Comme dans vos ouvrages précédents, dans 38 rue de Londres, il y a une imbrication entre votre histoire personnelle, l'histoire de votre parentèle familiale, et puis ça se réverbère avec l'histoire mondiale. C'est-à-dire que Pinochet, le dictateur qui a régné d'une façon absolument sanguinaire sur le Chili de 73 à 90, avait fait exécuter un cousin de votre mère, et Walter Rauff, le nazi, qui avait conceptualisé ces chambres à gaz mobiles qui sont à l'origine du gazage de 100 000 juifs et 100 000 autres personnes, eh bien, il est à l'origine de l'exécution de de la cousine de votre mère, qui s'appelait Herta Gobert, qui avait 13 ans en 41, c'est ça? Et tout s'imbrique. C'est correct. Ça, j'avais des indications déjà. Quand j'ai commencé la recherche en 2014-2015, je savais un peu ce qui s'était passé à la cousine de ma mère. Mais ce que je ne savais pas en 98, en octobre, quand j'ai commencé à travailler dans l'affaire Pinochet, c'était comment l'affaire avait commencé. C'est seulement en 2021, dans mon livre La filière a été publié en Espagne, je reçois un coup d'appel d'un procureur espagnol, Carlos Castresana, qui m'explique comment a commencé l'affaire. Il me dit ils ont voulu chercher et trouver un victime espagnol pour ouvrir le procès en Espagne parce que les tribunaux espagnols sont assez conservateurs. Ils ont trouvé un monsieur qui s'appelle Carmelo Soria. Moi, j'avais jamais entendu parler de ce monsieur. Je raconte l'histoire à ma belle-mère, qui est espagnole. Elle me regarde. Elle me dit, c'est quoi encore le nom du monsieur avec qui l'affaire a commencé? Je dis, Carmelo Soria. Et elle vous dit? Elle me regarde. Elle me dit, ah oui, j'avais oublié, c'était il y a 50 ans, cousin Carmelo. Philippe Sands, vous auriez pu défendre Pinochet. Est-ce que des fois, vous vous dites à quoi aurait ressemblé ma vie si j'avais pris ce choix, j'avais fait ce choix? Absolument. En fait, tout a commencé à Paris, ici. J'étais là le 30 octobre 98. C'était les funérailles de mon grand-père au cimetière de Pantin. Je suis arrivé à la cimetière. J'ai rencontré ma femme, qui est aussi, comme moi, moitié française, enfin, moitié française. Et je lui dis, avec une certaine excitation, les avocats de M. Pinochet ont pris contact. Ils voudraient que j'argumente pour lui qu'il a une immunité absolue. Ma femme me dit, est-ce que tu vas le faire? Et je lui explique, comme elle le sait très bien, le règle du chauffeur de taxi pour les barristers. Page 21 dans le livre. C'est-à-dire, on est en qualité d'avocat anglais, comme chauffeur de taxi. Quelqu'un dit taxi, on n'a pas le droit de dire j'aime pas sa gueule, j'aime pas sa politique. Ou j'aime pas sa politique, ou j'ai une éthique, c'est ça. On doit le faire. Eh Alors, il y a toujours des exceptions, heureusement. Alors, je dis à ma femme, cab rank principle, principe des chauffeurs de taxi. Elle m'a dit, je sais, elle est américaine, elle trouve que c'est nul ce principe. Elle m'a dit, je comprends, mais est-ce que tu vas le faire? J'explique encore une fois. Elle me dit, très bien, mais si tu le fais, on divorce demain. Voilà, un sens de la narration absolument hors norme, le sens de la narration de Philippe Sands. Vous explorez ces notions d'impunité, puisqu'il n'a finalement pas été extradé. C'est une histoire rocambolesque et terrible. Dans le cas de Pinochet, dans le cas de Walter Rauff, il y a eu des demandes d'extradition. Il n'a pas été extradé. À propos de Pinochet, il y a une histoire, enfin, c'est pas une histoire, c'est un fait. Pinochet est mort le 10 décembre 2006. Le 10 décembre, c'est la journée internationale des droits de l'homme. Ça se rapporte à cette Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui a été établie le 10 décembre. Est-ce que l'histoire n'a pas un sens très noir de l'ironie? L'histoire a plein de sens d'ironie et on pose souvent la question, est-ce que c'est donc un échec total? Est-ce que c'est l'impunité totale? Et je dis non. Pourquoi? Il est mort sous détention à la maison. Il n'a pas le droit de sortir de chez lui. Et l'important, c'est que quand il est retourné trop tôt à cause d'un accord entre les Chiliens et les Britanniques ont demandé qu'on lève son immunité devant les tribunaux chiliens.
jusqu'à ce moment-là, en 2000, il n'y avait eu aucun procès contre la dictature et les crimes de Pinochet. Il y avait une impunité totale. Mais l'accord a prévoyé qu'il y aura des procès. Et avec le retour de Pinochet, il y a eu des procès. Oui. Alors, on va évoquer avec vous l'aujourd'hui, Philippe Sands, et avec Julia, aux États-Unis, la Cour suprême, vous le savez sans doute, évidemment, a décidé il y a un an, en juillet 2024, d'accorder au président des États-Unis l'immunité, une immunité élargie. Expliquez-nous. Tout à fait. Alors, je vous rappelle le contexte. À ce moment-là, donc en 2024, Donald Trump est un ancien président américain et son nom figure dans plusieurs enquêtes. Tout d'abord, l'affaire de l'assaut contre le Capitole en 2021 et puis la tentative de renverser le résultat de la présidentielle de 2020. Dans cette bataille judiciaire, Donald Trump, qui veut échapper au procès, demande une immunité totale en tant qu'ex-président et c'est donc la Cour suprême qui doit statuer. Elle distingue alors 3 cas. Premier cas, un ancien président peut avoir une immunité absolue pour les actions relevant de son autorité constitutionnelle. Deuxième cas, une immunité présumée pour tous ses actes officiels. Dernier cas, pas d'immunité pour les actes privés. La Cour décide aussi que ce seront les juridictions inférieures, les tribunaux, qui trancheront au cas par cas sur la question des actes dits officiels. Cette décision des juges conservateurs, c'est en tout cas une forme de victoire pour Donald Trump, puisqu'il a une conséquence, c'est que son procès fédéral a été, pour le moment, retardé. Philippe Sands, est-ce que cette décision de la Cour suprême américaine signifie maintenant qu'il n'y a désormais aucune limite à ce que peut faire un président américain? Merci pour votre sommaire, c'est absolument parfaitement fait. Je suis Merci très à vous. attentivement cette question parce que je suis en train de finir un article pour un journal américain, The Atlantic, faire une comparaison entre l'arrêt de la Cour suprême de juillet 2024 et la décision de les chambres des Lords à Londres en 98-99 en disant pas d'immunité. Parce que ce que la Cour suprême n'a pas dit, c'est qu'il y a une exception pour crimes internationaux. Apparemment, ce que la Cour suprême, la majorité, pas l'unanimité, veut dire, c'est que même si un président américain est partant dans un crime de génocide ou torture, il y a l'immunité. Et à propos d'un président en activité aujourd'hui, Vladimir Poutine, vous êtes à l'origine du tribunal spécial pour l'Ukraine. Pensez-vous qu'un jour, il sera déféré et jugé par ce tribunal pour ses crimes de guerre, ses crimes d'agression et autres en Ukraine? On ne sait pas, mais ce n'est pas impossible. Le statut du tribunal qui a été annoncé à Lviv en Ukraine en mai, suite à une négociation dont j'étais participant qui a duré 2 ans, propose l'immunité de 3 personnes qui sont en place. Le président de la Russie, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense. Mais le moment que ces 3 ne sont plus en poste, pas d'immunité. C'est la règle de Pinochet. Et vous savez pourquoi il y avait cette règle. Monsieur Zelensky voulait pas d'immunité, même pour un président. Mais c'est la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Allemagne qui ont dit on a très peur que si on crée un tribunal spécial aujourd'hui qui a compétence sur un président en place d'un membre permanent du Conseil de sécurité, si on fait ça pour la Russie aujourd'hui, pourquoi pas contre nous demain? Qui demain? Voilà. Merci Philippe Sands d'être venu nous éclairer, d'être venu évoquer, entre autres, 38 rue de Londres, remarquable récit qui vient de sortir chez Albin Michel. Merci. L'homme aux 3 visages, ça c'est à la fin du livre. Merci encore. Merci à vous. Et on passe justement à notre débat sur les enjeux et les menaces liées au sommet OCS, Organisation de coopération de Shanghai, un sommet qui réunit en Chine depuis hier autour de Xi Jinping, une dizaine d'autocrates dont Vladimir Poutine, dont on vient de parler, et puis des dirigeants turcs, iraniens et indiens. Leur volonté de créer un monde multipolaire récusant les valeurs occidentales et les droits humains, entre autres, annonce-t-elle une nouvelle ère post-45. Débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Comme un pied de nez à Donald Trump et aux Européens. Depuis hier, le président chinois accueille une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement à Tianjin à l'occasion du 25e sommet de l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai.
Parmi les invités, le Russe Vladimir Poutine, tout sourire, et l'Indien Narendra Modi. Une visite inimaginable il y a encore quelques mois, tant New Delhi et Pékin se disputent durement des zones frontalières. Mais la guerre des tarifs douaniers, déclenchée par Donald Trump, a permis un réchauffement tactique express. Être de bons voisins et amis. Faire danser le dragon et l'éléphant ensemble. Voilà le bon choix, tant pour la Chine que pour l'Inde. Se tenant même par la main, devant les caméras, les invités du sommet affichent unité et complicité. L'occasion aussi pour la délégation russe de taper sur les Européens qui imposent des sanctions économiques à Moscou. Les Européens sont dans le camp de la guerre. Ils ne se calment pas. Cela contraste fortement avec l'approche adoptée par notre président Vladimir Poutine. Créée en 2001, notamment par la Chine et la Russie, l'Organisation de coopération de Shanghai, hier encore discrète, semble opérer une métamorphose pour bâtir un nouvel ordre mondial. Le patron de l'ONU, lui, salue le multilatéralisme défendu par Xi Jinping et les pays de l'OCS. Je crois que l'OCS représente aujourd'hui l'une des conditions fondamentales pour accéder à un monde multipolaire. Les pays de l'Organisation de coopération de Shanghai sont essentiels. Alors l'OCS peut-elle devenir une alternative sérieuse au G7? Championne du multilatéralisme, la Chine peut-elle imposer un nouvel ordre mondial anti-occidental? Xi Jinping, qui affichera également sa puissance militaire mercredi lors d'une parade dans les rues de Pékin, est-il plus que jamais incontournable? Nos trois invités pour ce débat, Jean-François Colosimo, bonsoir. Essayiste et éditeur, dernier ouvrage Occident, ennemi mondial numéro 1, est paru chez Albin Michel. Selon vous, les pays réunis au sommet de l'OCS veulent s'affirmer comme une alternative à l'Occident, en particulier aux États-Unis. Aujourd'hui, ces pays sont alliés. Demain, ces pays pourraient être des ennemis. À côté de vous, Anne-Cécile Robert, bonsoir, directrice adjointe du mensuel Le Monde diplomatique. Votre dernier essai, Le défi de la paix, remodeler les organisations internationales, est paru chez Armand Collin. Selon vous, ce sommet montre que le monde est en train de se récomposer avec de nouvelles structures, de nouveaux pays qui monte sur la scène et il ne faut pas en avoir peur, ajoutez-vous. Et enfin, Sylvie Berman, bonsoir. Vous avez été ambassadeur de France en Chine de 2011 à 2014 et en Russie de 2017 à 2019. Votre dernier essai, L'ours et le dragon, Russie-Chine, histoire d'une amitié sans limite, chez Talandier. Et vous considérez que cette démonstration de force est l'effet boomerang de la guerre commerciale menée par Donald Trump. La Chine, pays hôte, a intérêt au multilatéralisme. Et on démarre avec un chiffre pour comprendre l'ampleur de ce sommet. 23,5%. Les pays de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS donc, qui se réunissent en ce moment même, représentent près d'un quart de la richesse mondiale, 23,5% précisément du PIB de la planète et un poids démographique prédominant avec presque la moitié de la population du globe. Anne-Cécile Robert sécrète pratiquement 5 fois plus qu'à sa création en 2001. C'est une progression inexorable qu'on n'a pas vu venir tout de même, non ? On n'a pas vu venir parce qu'on n'a pas beaucoup regardé, mais ça fait très longtemps que le monde se recompose, que les États cherchent de nouvelles voies, de nouvelles alliances, qu'on voit monter de nouvelles puissances, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde. Et là, on le voit un peu plus parce que ce sommet est assez spectaculaire et voulu comme spectaculaire. Et la question qui nous est posée, c'est pas tellement qu'il existe, on n'allait pas vivre dans un monde éternellement occidentalo-centré, c'est quelles règles du jeu ça porte. Et qu'est-ce que ça peut induire comme évolution des rapports internationaux, du droit international, etc. Alors Jean-François Colosimo, est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou pas justement de cette progression, de cette structure soudainement composante une vingtaine d'années ? Moi, je ne suis pas pour l'occidentalo-centrisme. Je pense qu'en plus, l'Occident, c'est une notion vague qui n'existe pas. Chacun y met un peu ce qu'il veut. En revanche, on a quand même là affaire particulièrement avec la Russie, la Chine, dans une moindre situation l'Inde. Mais si on ajoute les deux puissances régionales que sont l'Iran et la Turquie, on a affaire à des régimes qui dénient clairement les droits humains dans leurs frontières et le droit international en dehors de leurs frontières. Ils se sont unis dans cette organisation de Shanghai qui a vocation à gérer en fait l'Asie centrale. L'Asie centrale, c'est le centre du monde. Voilà une carte. Regardez cette carte justement des pays membres, pays partenaires et pays observateurs de cette organisation de coopération. Absolument. Mais vous voyez que ces grandes puissances, ces néo-empires, en fait, se retrouvent autour de l'Afghanistan que les Américains ont lâché dans une débâcle épouvantable. Et c'est en 2022
que les principaux dirigeants, Modi, Poutine et évidemment Xi, se sont rendus en Ouzbékistan. Et c'est là où ils ont fait leur fameuse déclaration, qui évidemment était théâtrale, rhétorique, mais qui est à prendre au sérieux, selon laquelle il est temps d'en finir avec la domination de cet Occident menteur, corrompu, corrupteur, qui utilise en fait le droit pour asseoir son hégémonie, et il réclame une nouvelle justice mondiale. Alors il y a des choses qu'on comprend là-dedans, si ce n'est qu'ils se conduisent quand même beaucoup comme des colonisateurs eux-mêmes. Sylvie Berman, on voit tous ces pays-là. Xi Jinping parle de mentalité de guerre froide quand même, quand il parle de l'Occident aujourd'hui. Est-ce que la Chine est aujourd'hui le pivot d'un nouveau multilatéralisme ? Oui, la Chine est le pivot d'un nouveau multilatéralisme, mais surtout de la multipolarité. Ça fait des années qu'elle appelle à la multipolarité, d'ailleurs de même que la Russie, un certain nombre de ces autres pays. La Chine, c'est parce qu'elle domine aujourd'hui, mais elle n'est pas hostile au multilatéralisme. En fait, l'ONU, l'OMC, elle en a respecté les règles. Absolument, pardon. Et c'est aussi dans son intérêt. Mais elle considère que ce n'est plus à l'Occident de décider qui a tort, qui a raison, de donner des leçons. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est l'Inde. Parce que l'Inde a défini le concept de multi-alignement. C'est-à-dire qu'elle considère qu'elle peut discuter aussi bien avec la Chine qu'avec les États-Unis ou qu'avec la Russie, et qu'on n'a pas à dicter nos lois. Et le ministre des Affaires étrangères indien, Jai Shankar, que je connais bien parce qu'il était ambassadeur à Pékin avant d'être ambassadeur à Washington, a dit « Mais si le monde ancien disparaît, les règles du monde ancien, nous, on n'en sera pas nécessairement affectés ou tristes. On l'a surévalué, ce monde. Et c'est le monde des Occidentaux, c'est les règles occidentales qui ont été violées, en Irak, mais pas seulement en Irak. Le monde ancien post-1945, Anne-Cécile Robert. Votre voisin évoquait aussi une association de pays qui sont en grand désaccord avec l'universalisme tel que l'Occident le promeut, et les droits humains, les droits de l'homme. Ça vous semble juste, et les droits de la femme aussi. Alors, les droits de l'homme, de toute façon, en ce moment, passent un mauvais quart d'heure partout. Et ce qui m'inquiète, c'est que, en fait, la règle du jeu, elle est violée par tout le monde. Je veux dire, la Russie, c'est spectaculaire parce qu'ils piétinent la charte en Ukraine. La Chine, qui prétend, par ailleurs, tiens, j'y pense en vous parlant, défendre les droits des peuples dans le monde, ne fait rien pour Gaza. Donc on est un peu dans le bal des hypocrites. Les Américains, même sous Barack Obama, n'ont jamais réussi à fermer Guantanamo. Les Européens, qui sont juridiquement justes sur l'Ukraine, n'arrivent pas à être justes sur Gaza. C'est-à-dire ne serait-ce que faire appliquer les ordonnances de la Cour internationale de justice, faire respecter les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale. Donc cette idée qu'il y aurait un club de méchants et un club de gentils, j'y crois pas du tout. Je pense qu'on a un problème global de règles du jeu, de respect du droit international, et qu'il faudrait qu'on arrive à en parler d'une manière claire. Et justement, Trump veut imposer ces règles du jeu. Est-ce que cette démonstration de force, Jean-François Colossimo, au sommet de l'OCS, est l'effet boomerang de la guerre commerciale lancée par Trump? Moi, je crois que c'est bien plus antérieur. Je pense que c'est une forme de revanche historique. On voit d'ailleurs que tous ces dirigeants mettent en avant pour Xi les traités humiliants imposés par l'Occident, pour Poutine l'espèce de hantise paranoïde que l'Occident, comme il dit, voulait détruire la Russie. Donc il y a un aspect de revanche qui est bien plus ancien et qui nourrit une rhétorique qui est à la fois belliciste et, attention, une fois le rapprochement... et chez eux tous religieuse, avec un fort retour de l'identité, de l'identitarisme. Mais ce qui me semble important... Le rapprochement entre l'Inde et la Chine, en revanche, se fait sur le dos de Trump, parce que Trump a imposé 50% de droits de douane à l'Inde. C'est évident que c'est un accélérateur. C'est évident que c'est un accélérateur. Vous avez des États-Unis qui, là, je suis parfaitement d'accord, ont voulu imposer cet ordre libéral après 1945 qui était caractérisé par ces grandes organisations internationales, ONU, OMC, OMS, etc., qui ont toutes chaviré soit dans l'incompétence, soit dans l'inefficacité, et dont les États-Unis ne veulent plus parce que pour eux, ces grandes institutions, en fait, les desservent aujourd'hui face à leur propre projet impérial. C'est là où on en est. Donc, le problème, c'est que cet Occident qu'ils accusent n'existe pas parce que le décrochage atlantique,
la solitude des États-Unis face à l'Europe et l'isolement de l'Europe. On va y revenir. Donc aujourd'hui, en fait, la victime, c'est plutôt l'Europe dans tout ça. On va y revenir, mais on va revenir aussi sur une querelle qui a été plus qu'une querelle, une guerre de frontières entre la Chine et l'Inde qui a duré plusieurs années. Regardez, des milliers de soldats sont les uns face aux autres le long de la frontière sino-indienne du côté de l'Himalaya, des tensions militaires. Donc en 2020, c'est notre archive du jour. Voici des images satellites prises quelques heures après les combats avant-hier. Ils se sont déroulés sur les berges de cette rivière côté indien à plus de 4300 mètres d'altitude. Des soldats indiens auraient voulu enlever une tente installée par des militaires chinois. Ils se sont alors battus à coups de poing, de pierres et de barres de fer. Un déchaînement de violence. Au moins 20 soldats indiens sont morts, certains se sont noyés dans la rivière glacée. Des soldats chinois pourraient avoir été tués également. Aujourd'hui, l'Inde et la Chine sont les deux pays les plus peuplés de la planète, deux puissances nucléaires. De plus, des deux côtés, le sentiment nationaliste est exacerbé. L'Inde veut la paix. Mais quand elle est provoquée, l'Inde est capable de donner une réponse appropriée. Sylvie Berman, ces deux pays se reparlent, les liaisons aériennes sont rétablies après 5 ans. Est-ce qu'en même temps, c'est une réconciliation qui va durer ou pas, ou elle est purement conjoncturelle ? Alors, je pense que sur le long terme, ils ont intérêt effectivement à s'entendre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a ce rapprochement qui n'est pas facile à cause de ce conflit de frontières qui n'est pas réglé. Il y a des problèmes commerciaux également. Il y avait eu des rétorsions chinoises sur les terres rares. Mais là, le fait que ce soit la première fois que Modi vienne en Chine après 7 ans est quand même très illustratif de cette nouvelle, de ce nouveau monde et puis de l'hostilité de Donald Trump. Et par ailleurs, alors on ne sait pas s'il y aura une réforme des Nations Unies ou du Conseil de sécurité ou pas, mais la Chine, pour la première fois lors de la réunion des BRICS, avait accepté que l'Inde soit un nouveau membre permanent. C'est des mariages de raison ou des renversements d'alliances durables, alors, pour vous ? Je crois que c'est plutôt quelque chose de très souple, parce que ce que nous montre le cas indien, c'est qu'on n'est pas face à un bloc. En fait, ces pays ont des grosses divergences entre la Russie, la Chine, l'Inde, la Turquie. Et même nous, en Occident, maintenant, on est quand même assez divisés sur beaucoup de choses. Et donc, c'est pas un nouvel ordre. Je pense qu'on est plutôt dans un système, avec des relations qui vont se modeler. Quelque chose d'un peu transactionnel en fonction des besoins des uns et des autres. Voilà, beaucoup plus fluide, qui appelle par conséquent les Européens ou la France à avoir une diplomatie claire sur les principes, parce que dans un système comme ça, il peut se passer absolument n'importe quoi, y compris des guerres absolues, des massacres dans tous les sens. Donc si on n'est pas capable de tenir une ligne claire sur les principes, on va ajouter au chaos, et c'est pour ça que l'accusation de 2 poids 2 mesures est si dangereuse pour la France et les Occidentaux, et les Européens, parce qu'à part nous, qui pourrait clarifier les règles du jeu? Jean-François Cossier, vous parlez de monde multiverse, pluriverse, parce que c'est davantage des arrangements que des alliances. Alors, la multipolarité, c'est le mot qu'ils emploient, mais je pense qu'elle est morte, dans le sens où la multipolarité, c'est aussi de la bilatéralité, c'est de la plurilatéralité, mais ça oblige, en quelque sorte. Un monde pluriversel, c'est un monde dans lequel, aujourd'hui, je suis votre allié parce que ça m'intéresse face à Sylvie, mais demain, je serai votre ennemi parce que ça m'intéresse aussi. C'est un monde dans lequel le calcul des intérêts est premier. En fait, on est en train de revenir au mercantilisme des temps modernes. Trump n'a rien inventé, alors finalement tout le monde va le faire, tout le monde l'a fait et continue à le faire. Non, sur un mode totalement, effectivement, assez clownesque, Trump, en fait, est en train de réinventer une Amérique qui elle-même s'adopte au nouveau chaos mondial, ce chaos étant le fait que les intérêts primant en toutes circonstances, ce qui vaut aujourd'hui ne vaut pas demain, et que si on peut s'entendre sur, je ne sais pas, le pétrole, on ne s'entendra pas sur le blé. Ou le gaz. Ou le gaz, par etc. exemple. Et je crois que c'est ça le monde dans lequel nous sommes entrés, et nous sommes les derniers à dire, non, il faut une règle. Nous, Européens, vous voulez dire. Il faut une règle. Mais comme la règle aujourd'hui, c'est de manière affichée la force, ce que va faire Xi avec son défilé militaire, qu'est-ce qu'on fait face à la force si on est soi-même sans force pour imposer le droit? Sylvie Berman, il y a eu du gaz russe, du GNL qui a été acheminé en Chine la semaine dernière pour la première fois, malgré les sanctions qui frappent la Russie. Ça marque un moment de bascule?
Et qui explique d'ailleurs cette réunion, ce sommet. Ces pays veulent s'affranchir des règles que leur ont imposées les Occidentaux. Et c'est à rapprocher des BRICS, c'est une autre composition, mais qui cherche un monde sans sanctions unilatérales, sans hégémonisme américain. Et effectivement, et l'Inde l'a dit clairement à Trump, et les Chinois aussi. Alors maintenant, si Trump veut imposer cette augmentation de douane de 500%, que le Sénat américain a évoqué, eh bien, good luck. Parce que la Chine a des moyens de rétorsion très importants, en particulier sur le terrain. Donc le monde a vraiment changé, les rapports de force aussi. Et le problème aujourd'hui, c'est que c'est l'Europe qui est dans une situation de vulnérabilité. Vous voulez réagir avant ? Oui, la question c'est est-ce qu'on peut établir quand même, malgré tout, un dialogue ? Parce qu'on ne peut pas laisser filer les choses comme ça. Il y a eu quand même des époques où l'intérêt bien compris des grandes puissances coïncidait avec la construction d'un ordre mondial. En 1945, les Américains auraient pu imposer une Pax Americana. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont compris que c'était leur intérêt d'avoir l'ONU. Donc est-ce qu'on pourrait faire un travail pour rétablir la règle du jeu ? Et je pense que si on voulait faire ça, il faudrait que les Occidentaux soient un peu plus modestes et qu'ils reconnaissent leur part dans la décomposition du monde. Il y en a un qui... oui. Et on a quand même joué avec la guerre, l'Irak, le Kosovo, etc. Et jamais on reconnaît nos erreurs. Certes, il y en a un qui n'est pas... plutôt été... Les Français, nous, mais... Alors, il y en a un qui n'a pas été modeste, pour le coup. À nouveau, c'est Vladimir Poutine. Ce sommet a été l'occasion d'attaques en règle contre l'Occident, et notamment de la part du président russe. On l'écoute. Этот кризис возник не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом. Вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, представляет прямую угрозу безопасности России. Jean-François Colosimo, ce nouvel ordre mondial, c'est tout de même un soutien à un homme qui a attaqué l'Ukraine légitimement. Oui, mais regardez que cet homme qui a attaqué l'Ukraine, Xi ne fait que suivre Trump, qu'il a reçu en Alaska. Le président chinois. Xi Jinping, le président chinois, ne fait que saluer un homme qui a été royalement servi par Donald Trump en Alaska. Tout ça pour rien, n'est-ce pas ? Je dirais que, effectivement, de ce point de vue-là, nous avons un problème avec ces tyrans. Il faut quand même dire ce qu'ils sont, chacun pris pour lui-même. Ouais. Mais nous avons aussi un problème avec les États-Unis, qui est désormais un problème gravissime qu'il aurait fallu voir venir. Et nous avons été, c'est vrai, tellement, je dirais, à la suite des États-Unis qu'aujourd'hui, nous voilà démunis. Maintenant, Poutine, c'est la version extrêmement virulente de cette idéologie anti-occidentale, puisque c'est un agresseur, c'est un belliciste affirmé. Xi a un côté évidemment beaucoup plus charmeur. En fait, il veut conquérir le monde plutôt commercialement que par les armes, en tout cas pour l'instant. On va parler de Xi Jinping et de ce défilé. Il y a un défilé après-demain ronflant, géant, pour célébrer la fin de la guerre mondiale et en tout cas la lutte des Chinois, la victoire des Chinois sur les Japonais. Vous allez nous narrer, et bravo à l'avance, les atouts et les faiblesses de l'armée chinoise. Alors il y a une véritable course à la production du côté chinois, avec la mise en service à un rythme frénétique de nouveaux navires de guerre, des sous-marins ou encore des porte-avions. Par exemple, en 13 ans, la Chine s'est dotée de 3 porte-avions et aujourd'hui, l'armée populaire de libération compte 370 navires de combat contre 297 pour l'armée américaine. La Chine qui s'est aussi dotée de matériel dernier cri, des missiles hypersoniques, des drones en forme de torpilles ou encore le tout dernier HQ-29. C'est un système capable d'intercepter des missiles à 500 km d'altitude, ça veut dire à l'extérieur de l'atmosphère. C'est pas rien quand même. Alors l'objectif de la Chine, c'est d'asseoir sa puissance, de contrer les États-Unis dans la zone Pacifique. Son armée est rutilante, mais est-elle véritablement opérationnelle ? La Chine, en fait, est confrontée à 2 problèmes. Le premier, c'est que son armée est pléthorique, plus de 2 millions de militaires, mais il lui manque de la main-d'œuvre hautement qualifiée pour pouvoir gérer ses navires et son matériel dernière génération. Et puis l'autre problème, c'est que l'armée chinoise n'a pas vraiment d'expérience dans les zones de conflit. Xi Jinping, le président chinois, a même parlé, je cite, de maladie
maladie de la paix. En fait, le dernier conflit d'envergure pour la Chine remonte à la guerre de Corée. C'était en 1950-1953. Et ce manque d'expérience explique d'ailleurs pourquoi il y a régulièrement des entraînements militaires sur les côtes chinoises ou encore dans le détroit de Taïwan. Anne-Cécile Robert, est-ce que, selon vous, l'armée chinoise représente aujourd'hui une menace pour Taïwan ou, à plus long terme, pour les États-Unis et l'Europe ? Je crois que la militarisation du monde nous pose un problème. Je veux dire, le premier budget militaire, ça reste le budget américain, des milliards de dollars. Nous, on se réarme en Europe. Maintenant, on en est à suggérer de la prolifération nucléaire. J'entendais le président Macron suggérer qu'on installe des trucs, des outils nucléaires en Allemagne. Donc c'est ce goût pour l'armée, ce goût pour la guerre qu'il faut combattre et qui revient depuis 30 ou 40 ans, alors que dans la Charte des Nations Unies, on sait bien qu'il y a toutes sortes de possibilités diplomatiques, de règlements pacifiques des différends. Et là, on est tous dans un bain belliciste. Alors, on pointe chacun du doigt l'autre, mais on est tous, je crois, responsables de cette dérive. Ouais, Sylvie Berman. En même temps, là, il n'y a pas d'alliance militaire. Alors, l'OTAN est mal en point, mais là, entre tous ces pays, il n'y aurait pas de solidarité en cas de conflit, ou si ? Pas d'article 5. Non, il n'y a pas d'article 5, il n'y a pas d'alliance. C'est la Chine qui a connu l'alliance sino-soviétique qui s'est terminée dans le sang à leurs frontières, ne conclut pas d'alliance et avec aucun pays. Elle veut se garder sa marge de manœuvre. Mais si elle attaque concrètement, si elle attaque Taïwan, la Chine, est-ce que ces autres pays, cette vingtaine de pays, pourraient lui apporter un soutien ou en tous les cas, une forme de neutralité bienveillante ? Non, mais je pense, ce qui est intéressant, c'est que justement, comme cette organisation n'est pas une alliance, finalement, chacun conserve son régime politique, chacun conserve ses positions. Et même si la Chine a soutenu plus ou moins la Russie, en même temps, elle n'a jamais reconnu l'indépendance des régions du Donbass ou l'indépendance de prudemment la à équidistance. Donc, je pense qu'ils n'interviendront pas, mais en revanche, aux Nations Unies, ils ne condamneront pas, comme ça a été le cas en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Ouais, très rapidement, Jean-François, c'est vrai qu'on a vu l'ONU et Guterres venir et un peu adouber cette organisation. L'organisation tellement à la dérive que le pauvre secrétaire général cherche à tout prix une confirmation de son existence où il peut, puis c'est son inclination idéologique aussi. Mais on sait très bien que l'ONU ne sert plus à rien, le Conseil de sécurité est totalement paralysé, les vétos, je dirais, pleuvent de manière à ce que l'ONU ne décide rien. Moi, je voudrais quand même revenir sur une chose, c'est sur la guerre. Ce qui est important, c'est d'avoir effectivement des soldats aguerris, c'est-à-dire qui ont connu le feu. Et la deuxième chose, c'est de savoir pourquoi ces combattants luttent et est-ce qu'ils le savent eux-mêmes. Et on a vu la démonstration que la supériorité sur le papier russe a éprouvé beaucoup de mal face à une Ukraine qui était en fait décidée à défendre tout simplement sa liberté. Merci pour cette conclusion et merci à tous les trois d'être venus débattre autour des enjeux de ce sommet OCS. On reste dans l'actualité. Xavier Mauduit et Marie Bonisseau, on va évoquer la mort de Sylvain Amic, président des musées d'Orsay et de l'Orangerie de Paris. Un homme admiré pour sa bienveillance et son éclectisme. Et puis un gros plan sur un trompettiste brésilien qui traque l'ancien autocrate Bolsonaro avec un à-propos musical assez hilarant. Mais d'abord, le mot vedette du jour, éducation sexuelle. C'est fini. Entrée en vigueur aujourd'hui pour les loupiaux du nouveau programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. On remarquera que la sexualité est rétrogradée en 3e position. C'est entendu. L'éducation sexuelle à l'école, parlons-en. L'éducation à la sexualité. L'éducation sexuelle à tout va. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Éducation sexuelle, du latin educare, nourrir, et sexus, sexe, désigne selon l'OMS un programme qui fournit aux jeunes des informations exactes et adaptées à leur âge sur la sexualité et sur leur santé sexuelle et reproductive. Voté en janvier, un tel programme sera appliqué dans toutes les classes de France dès ce lundi. Une loi de 2001 prévoyait déjà 21 séances d'éducation sexuelle sur la scolarité, mais un élève n'assistait qu'à 2,7 cours en moyenne. En 2023, l'alors ministre concerné avait souhaité y remédier. 6 ministres de l'Éducation plus tard, le texte est adopté en janvier à l'unanimité par le Conseil supérieur de l'éducation et impose cet apprentissage. Dès la maternelle, les piou-piou entendront parler de sentiments, émotions, respect de l'intimité, égalité filles-garçons.
Différencier sexe, genre, orientation sexuelle sera au menu de la 5e. Bonheur et plaisir à celui de la 3e. Santé sexuelle, dépistage ou questions juridiques liées au consentement concerneront les vieux au lycée. Rien qui suggère l'avènement d'une génération de hardeurs en culotte courte ou de mutants androgynes. En dépit des procès en dégénérescence faits à l'école par les lobbies du zizi bien gardé, pour qui cette éducation sexuelle n'aurait pas sa place à l'école, serait un bourrage de crâne transactiviste et aubergine sur la pêche, souillé de traces de wokisme. La jeunesse actuelle évolue dans un contexte où 2 millions de mineurs consomment du porno chaque mois, où l'usage du préservatif a chuté de 70% à 61% chez les garçons, où un enfant subit une agression sexuelle toutes les 3 minutes. Un petit update du savoir entre jambiers ne serait peut-être pas du luxe, ni de la luxure. Et bonne rentrée à tous qui est en âge d'être scolarisés. Évidemment, retour à nos deux chroniqueurs, Marie Bonisseau et Xavier Mauduit, lors de vos chroniques. On commence avec vous, cher Xavier. On a appris la mort hier, enfin ce matin, de Sylvain Amic, le président du musée d'Orsay et de l'Orangerie des musées parisiens. Il est mort hier extrêmement brutalement, à 58 ans. Il a été très aimé, très apprécié, très admiré. Et vous allez revenir sur ce métier mystérieux, après tout. Directeur ou directrice de musée. C'est vrai. En octobre 1908, Elisabeth, justement, la revue de synthèse historique, c'est une formidable publication à la croisée des disciplines, publie un article sur l'organisation des musées en France. Comparé aux autres pays, c'est un article signé Louis Réau. Il est jeune, il a 27 ans. Bon, là, sur la photo, il a moins de 27 ans. C'est un historien de l'art. Et vous savez ce qu'il dit ? Il dit on surnomme les musées les prisons de l'art. Eh bien, c'est faux pour lui, parce que ce sont des cimetières. On est en 1908 et il dit des œuvres sont conservées, exposées sans cohérence, à la différence des bibliothèques. Dans les bibliothèques, c'est un classement très organisé. Oui. La faute à qui ? Au directeur de musée. Louis Réau réfléchit à l'architecture, à l'administration des musées. Et là, il n'y va pas de main morte. Ah ouais, alors qu'est-ce qu'il reproche ? Déjà, il dit, directeur de musée, c'est une sinécure. Il distingue les musées municipaux de province en disant que là, qui est directeur ? C'est l'artiste du coin qui a les faveurs du maire. C'est le collectionneur un peu riche, vous voyez, qui n'a aucune formation scientifique, ou alors c'est le prof de dessin du bled qui devient, boum, directeur du musée. Mais il dit, dans les musées parisiens, c'est pas mieux, parce que là, vous avez des hommes de lettres retraités ou des poètes fourbus. Ce sont ces mots. Bon, bien sûr, il y a quelques exceptions qui le distinguent, mais enfin, globalement, le panorama est assez sombre. Directeur de musée, c'est considéré comme un poste honorifique ou alors en attendant d'avoir mieux. En tout cas, il faut être riche, fortune personnelle pour être directeur de musée. Et Louis Réau dit que c'est un système antidémocratique, anti-scientifique, et il demande évidemment des réformes. Est-ce qu'on l'entend ? Ah oui, on l'entend, mais lentement. Il faudra attendre quelques décennies, l'entre-deux-guerres en fait, pour que l'État s'intéresse à ces métiers conservateurs de musées, directeurs de musées, avec des missions, conserver déjà les œuvres, les organiser, des missions administratives, c'est une grosse machine, un musée. Et puis, la diffusion auprès du plus grand public. Et voilà, en cela, Sylvain Amic, au musée Fabre, à Montpellier, dans les musées de Rouen et dans les musées d'Orsay et de l'Orangerie, a répondu avec distance à ces attentes, aux attentes de Louis Réau. Sylvain Amic a supporté haut ce métier de directeur de musée. Il l'a rehaussé. Oh, très joli. Bravo, Xavier. Superbe. Marie, au Brésil, l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro va être jugé par la Cour suprême pour tentative de coup d'État, bien sûr, on s'en rappelle. Ça va commencer mardi, ce procès, donc demain matin. Et certains de ses adversaires vont fêter ça en musique. Voilà, et trompette déjà de joie. Exactement, on va l'écouter. Il y a un contraste, c'est vrai, assez saisissant entre Jair Bolsonaro, donc l'ancien président brésilien déchu, qui a de fortes chances de passer quand même le reste de ses jours en prison, qui attend son procès chez lui avec un bracelet électronique. Son fils a raconté qu'il ne pouvait plus rien manger, qu'il était atteint de crise de vomissement. Ça va pas du tout. Et de l'autre côté, dans la même ville, à Brasilia, mais libre et à l'opposé du spectre politique, vous avez quelqu'un qui jubile. Littéralement, c'est le trompettiste antifasciste qui s'appelle Fabiano Leitão et qui est en train, littéralement, de préparer sa plus belle samba pour célébrer la probable condamnation de Bolsonaro. Fabiano, ce musicien, il est devenu célèbre à Brasilia en traquant littéralement Bolsonaro. Il le suivait partout où il allait pour lui souffler dessus. Bon, là, vous avez sûrement reconnu l'air, l'hymne antifasciste Bella Ciao. Mais il a changé aussi cet été, notamment quand Bolsonaro a été assigné à résidence parce qu'il avait diffusé une vidéo de lui sur les réseaux sociaux alors qu'il n'en avait pas le droit. Et bien, le trompettiste a été littéralement sous ses fenêtres, devant son portail, avec un air, écoutez, vous allez le reconnaître, c'est sûr.
c'est poussif, mais on l'a reconnu, la marche funèbre de Chopin. C'est sadique et hilarant. Voilà, c'est pour dire que tout est bientôt fini. Alors, au Brésil, il a un surnom, c'est le trompetista. Donc, c'est un jeu de mots entre trompettiste et petista. Ouais. C'est comme ça qu'on appelle les membres du PT, le Parti des travailleurs de Lula. Lula, actuel président du Brésil, qui a été justement la cible du coup d'État manqué de Bolsonaro en janvier 2023. Juste après cette victoire aux élections, c'était une vaste conspiration qui était baptisée Opération Poignard vert et jaune et qui visait à semer le chaos dans le pays pour justifier une intervention militaire et donc reprendre le pouvoir. Tout ça, je devrais le dire au conditionnel, puisque vous l'avez dit, le procès commence demain. Mardi. Mais si, comme le prédisent beaucoup d'experts juridiques, Bolsonaro est condamné, car il y a beaucoup de preuves, notre trompettiste jouera ça. Écoutez, c'est très joyeux. C'est Vão Festejar, une chanson de la chanteuse brésilienne Beth Carvalho, qui dit dans les paroles « Pleure, je m'en fiche, je vais célébrer ta souffrance et ton chagrin. » Voilà. C'est dit. Merci Marie. Et merci de votre fidélité. Nous nous retrouvons demain à 20h05. Tchuss, mein Liebchen.